Alors bonjour à tous, je vais essayer d'être très brève parce que je pense que l'heure avance, vous avez tous très très faim, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible sur un sujet pas tout à fait simple et pour lequel on n'a pas tout à fait toutes les réponses objectives et scientifiques qu'on souhaiterait avoir aujourd'hui, mais les choses vont se construire avec vous, je l'espère, dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la fertilité, non pas de la stérilité? Je retourne la question des patients greffés pour déficit immunitaire dans l'enfance. Alors, on a vu avec Monsieur Blanche toute l'histoire de la greffe. Vous savez que ces greffes sont pour la plupart proposées dans l'enfance, voire dans la très petite enfance, dans le cadre de ces déficits immunitaires. Et puis ces enfants deviennent grands, deviennent adultes, et de nouvelles questions se posent. Ces questions, si on résume, peuvent se porter sur le risque de transmission de la maladie à la descendance. Je vais aller très très vite sur ce point pour gagner du temps. Quelle est la fécondité des patients qui ont eu une greffe de moelle osseuse pour déficit immunitaire lorsqu'ils deviennent adultes? Je n'ai malheureusement pas de réponse définitive à vous proposer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut évaluer la fécondité de ces patients? Et puis, qu'est-ce qu'on peut proposer pour préserver cette fertilité à l'âge adulte? Alors, vous allez voir que beaucoup de ces questions restent complètement ouvertes et on espère pouvoir trouver des éléments de réponse. Le risque de transmission de la maladie, je vais aller vite. Vous savez qu'il y a différents modes de transmission d'une maladie génétique. Soit une maladie autosomique peut être autosomique récessive ou autosomique dominante ou liée à l'X. Alors si on a une maladie autosomique récessive, c'est mon petit bonhomme en vert qui a donc hérité d'un gène malade de son papa et d'un gène malade de sa maman, qui avait donc 25% de chances de développer la maladie. Que va-t-il se passer si il a des enfants avec une personne qui n'est absolument pas apparentée à lui sur le plan familial et génétique? Eh bien, le risque de récidive de la maladie est nul en dehors d'une union consanguine. Si on a une maladie liée à l'X, dans ce cas-là, comme vous savez, dans ce cas de figure, les femmes sont vectrices. Elles ont 2 chromosomes X, donc un chromosome X qui porte la maladie, un chromosome X qui est sain, et donc elles n'ont pas les symptômes de la maladie. Un fils sur 2 va développer la maladie, et si ce fils qui porte la maladie a des enfants, il va avoir des filles qui vont être vectrices obligatoires, et par contre des garçons qui seront parfaitement sains. Dans le dernier cas de figure de la maladie autosomique dominante, donc le patient qui a la maladie et qui a des enfants va transmettre automatiquement la maladie à 50% de sa descendance. Donc c'est le cas de figure le plus simple à comprendre probablement. Donc cette première question était simple, objective. On va rentrer dans des choses plus complexes. Quel va être l'effet de la maladie sur la fécondité au long terme? Est-ce qu'il y a un effet intrinsèque de la maladie, donc du déficit immunitaire? La réponse est plutôt non, voire pas du tout non, avec quelques exceptions près, avec des maladies qui touchent à la réparation de l'ADN. Et quel va être l'effet du traitement, des traitements, et en particulier de la greffe de moelle osseuse qui, dans certains cas, peut nécessiter une chimiothérapie au préalable pour faire de la place dans la moelle osseuse et permettre aux cellules souches de s'installer correctement au niveau de la moelle. Donc, c'est là où les difficultés commencent, je dirais. On a des données de la littérature, donc de la littérature internationale, mais cette littérature provient principalement du domaine des cancers de l'enfant, donc des leucémies, des lymphomes, des enfants qui sont traités par greffe de moelle osseuse, mais dans un contexte totalement différent. Et puis, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est vous qui nous l'apportez, c'est vous qui nous donnez, qui alimentez, donc, au final, nos connaissances de cette problématique. C'est une problématique pour laquelle les premières questions commencent à se poser, puisque la greffe de moelle osseuse est proposée dans les déficits immunitaires depuis 1968. Donc, c'est relativement jeune comme traitement. Néanmoins, le nombre de patients greffés chaque année augmente de façon considérable. Mais si on regarde les patients greffés avant 1995, donc qui sont maintenant adultes, ça correspond à un nombre de patients encore assez limité.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'état des connaissances et donc que nous apporte la littérature sur cette question particulière de la fertilité? Eh bien, à nouveau, comme je vous l'ai dit, c'est des données qui proviennent du monde de l'hématologie maligne, où on a le conditionnement de greffe, où on sait que la chimiothérapie du conditionnement peut être délétère, mais il y a en plus la chimiothérapie qui est donnée pour traiter la maladie maligne, qui en elle-même peut également être délétère pour les gamètes et entraîner ou aggraver le risque de fertilité. Or, dans le déficit immunitaire, on n'a pas cette chimiothérapie pré-greffe, on a uniquement le conditionnement de la greffe qui peut être délétère. Après, ces conditionnements, ils ne sont pas tous les mêmes, ils sont plus ou moins intensifs. Pour certains enfants et certaines pathologies très particulières, on peut faire une greffe sans conditionnement. Là, a priori, le risque est nul et on doit retrouver la fertilité que l'on retrouve dans la population française normale. Ensuite, il y a certains conditionnements intermédiaires, je vais dire, où on utilise des médicaments qu'on appelle les alkylants, qui sont des drogues qui sont délétères pour l'ADN et donc qui peuvent toucher l'ADN des gamètes et endommager les gamètes. Il y a toute une série de médicaments qui font partie de ces chimiothérapies qu'on appelle les alkylants. Et puis, il y a, dans certains cas particuliers, l'utilisation d'une radiothérapie à haute dose. Alors, pour les déficits immunitaires, cette approche n'est absolument pas proposée puisqu'on n'a pas de cellules malignes à détruire. Donc, on se préserve de cette toxicité très importante de la radiothérapie et c'est très bien. Après, l'intensité du conditionnement est plus ou moins importante. Il y a certains patients à qui on a proposé une chimiothérapie plus réduite, ce qu'on appelle en anglais les RIC, et puis d'autres où la dose de médicaments était plus importante, myéloablative, donc vraiment plus toxique pour la moelle osseuse, ce qu'on appelle dans notre jargon les MAC. Alors, on a essayé vous nous avez bien sûr répercuté les questions sur la fertilité des patients greffés. On essaye, dans la mesure du possible, de répondre à cette question. Et donc, on a souhaité essayer de faire une enquête auprès des patients greffés et actuellement âgés de plus de 20 ans pour essayer d'avoir une idée de la fertilité une fois que ces patients devenaient adultes. Donc, on a également envoyé un questionnaire. On est désolé, j'ai pu constater aujourd'hui que vous aviez reçu beaucoup de questionnaires. Alors, le nôtre était très modeste. Il y avait 10-15 questions par rapport à M. Barlogis qui avait 600 questions. Nous, on a été très, très modeste, mais néanmoins, on a eu un taux de réponse qui était moins bon. Donc, il vaut apparemment mieux poser 600 questions que 12 questions. Donc, de ces 55 patients qui ont été greffés et qui ont maintenant plus de 20 ans, on a retrouvé les adresses et on avait un suivi régulier pour 102 patients, ce qui veut quand même dire qu'il y a un tiers des patients qui sont perdus de notre radar, on va dire. Et donc, on a regardé les données cliniques dans le dossier médical, les informations, bien sûr, par rapport à la greffe, par rapport au conditionnement, par rapport aux complications de la greffe, mais également que nous disait le dossier sur le développement de la puberté, éventuellement la fertilité. Alors, on avait sur ces 102 patients des patients greffés très jeunes, ce qui correspond à notre population, ce n'est pas une grande surprise. L'âge médian au dernier suivi était de 27 ans. On avait un peu plus de garçons que de filles, ce qui n'est pas tellement étonnant puisqu'on a un certain nombre de maladies liées à l'X dans notre groupe de déficit immunitaire primitif. Concernant les conditionnements, la moitié avait reçu un MAC, donc un conditionnement fort, 22% un conditionnement à toxicité réduite, et puis 23 patients n'avaient pas eu de conditionnement du tout, et puis 10 patients avaient dû malheureusement bénéficier de 2 conditionnements de greffe, donc de 2 greffes, et donc constitue un groupe un peu particulier. Ce qu'on a pu retrouver comme données, c'est que sur les 92 patients qui avaient eu une greffe, donc on élimine les patients qui ont eu 2 conditionnements. On a 30 grossesses qui ont débuté et qui ont permis
la naissance d'enfants. Toutes ces grossesses étaient spontanées, donc il n'y avait pas de procréation médicalement assistée. Et l'âge médian de la première grossesse était de 23 ans, ce qui est discrètement, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on retrouve dans la population française, puisque la première grossesse est maintenant de 27 ans. Alors on a regardé l'âge à la greffe par rapport aux patients qui avaient des enfants et ceux qui n'en avaient pas. Il n'y avait pas de différence. Filles, garçons, même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les patients qui n'avaient pas du tout eu de conditionnement, on avait 6 débuts de grossesse, donc un taux de fertilité de 26%. Une grande majorité d'entre eux, on ne retrouvait pas d'éléments particuliers dans le dossier, pas d'inquiétude particulière par rapport à cet état de fertilité. Chez les patients qui avaient un conditionnement d'intensité réduite, même chose, 18% de grossesse débutée. Dans les patients qui avaient eu un MAC, 21% avec une grossesse qui avait débuté, 13% de stérilité, soit qui se définit par une insuffisance ovarienne chez la fille ou un spermogramme anormal chez le garçon. Et puis, confirmant quand même les données de la littérature, les patients qui avaient eu 2 conditionnements, aucune grossesse, et chez 50% d'entre eux, une insuffisance ovarienne ou un spermogramme anormal. Et puis quand même beaucoup de données imprécises, incomplètes, parce que le dossier d'un immunologiste fait assez peu référence au développement pubertaire. Je pense que si vous demandez à M. Fischer le score de Tanner, peut-être qu'il va avoir une réponse un peu évasive. Le score de Tanner, c'est un score qui nous permet d'évaluer de façon précise le développement pubertaire. Et je peux vous dire que c'est un score qui est assez peu renseigné dans les dossiers d'immunologie. Donc nos données sont très très imprécises concernant des éléments précis, mais disons que ce qu'on peut dire, c'est que d'après les données qu'on a, ces jeunes adultes ont eu un développement pubertaire qui pour la plupart se fait normalement, ce qui est à nouveau une différence par rapport à la littérature chez les patients traités pour maladies malignes, puisque là, déjà, dès la puberté, on constate que le développement pubertaire ne se fait pas normalement et a besoin d'un petit coup de pouce hormonal pour se développer. Alors, comment évaluer la fécondité ? Je ne suis probablement pas la meilleure personne pour vous répondre, donc je vais vous donner les éléments que je connais. Bien sûr, le développement pubertaire, pour lequel on a des scores et pour lequel on peut évaluer la normalité de façon très simple, complété par des dosages hormonaux qui, là aussi, ne sont pas très compliqués. Lorsque la fille est pubère, une échographie ovarienne fait à un moment précis du cycle peut nous aider à évaluer la maturité des ovocytes. Et puis chez le garçon pubère, le spermogramme reste le gold standard pour évaluer la fertilité. Et enfin, la dernière question, qui est une question à laquelle je n'ai absolument pas de réponse, parce que je pense que personne n'en a. Est-ce qu'il faut mettre en place des mesures de préservation, de prévention de stérilité, ce qui consiste chez la fille à proposer une congélation ovarienne et chez le garçon à proposer une congélation testiculaire. Ce sont des interventions qui ne sont pas banales, qui diminuent quelque part les chances de fertilité spontanée, puisque on enlève une partie du tissu responsable de la maturation des organes sexuels secondaires. Donc, c'est des questions qui restent complètement ouvertes, en tout cas dans le domaine des déficits immunitaires primitifs. Donc, en conclusion, c'est très, très difficile d'apporter des éléments concrets. C'est vraiment, là, je vous livre les données telles qu'on les a aujourd'hui, imprécises, incomplètes. Et je pense que vous pouvez vraiment nous aider à améliorer nos connaissances sur le sujet. Et je pense que c'est important pour vous, mais également important pour les patients qu'on prend en charge aujourd'hui pour améliorer savoir si on doit proposer quelque chose ou pas, finalement. Les conditionnements changent, donc les données qu'on a pour les patients greffés il y a 20 ans ne seront pas nécessairement complètement transposables aux conditionnements que l'on propose aujourd'hui, qui sont plutôt moins toxiques, puisque dans le passé, on utilisait beaucoup l'association busulfan-endoxan, alors
que maintenant on utilise plutôt l'association busulfan-fludarabine. On a laissé tomber l'endoxan qui en soi a déjà une toxicité gonadique également. Donc il nous faut bien sûr faire des études prospectives, d'où l'intérêt d'un suivi régulier dans le centre greffeur. Et enfin, je dirais que c'est des données préliminaires, mais qui sont néanmoins encourageantes. Je pense qu'il ne faut pas transposer les données de la littérature construite à partir des données des pathologies malignes au déficit immunitaire. Il faut vraiment construire nos propres données. Et j'espère que vous pourrez nous aider à répondre à toutes ces questions. Donc, je vous remercie de votre participation, passée ou future. Et puis, je remercie toute l'équipe de l'UIH et l'équipe du CEREDI qui nous ont aidés à mener cette étude. Merci, merci, professeur Neumann.